Qui sont ces fameux oligarques ukrainiens et comment influencent-ils la vie politique en Ukraine? Comment leur influence a-t-elle changé depuis l'indépendance en 1991? Quel est l'impact de la guerre russe sur la déoligarchisation en Ukraine? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Sébastien Gobert, journaliste qui vit en Ukraine depuis 2011, auteur de 4 livres sur l'Ukraine. Sébastien vient de publier son dernier ouvrage, L'Ukraine, la République et les oligarques, où il traite la question des oligarques dans l'histoire moderne du pays. Bonjour Sébastien, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme journaliste qui couvre l'actualité ukrainienne depuis plus de 10 ans déjà. Tu es aussi l'auteur du livre qui vient de sortir il y a un mois seulement en février 2024 aux éditions Talendier, le livre qui s'intitule L'Ukraine, la République et les oligarques. Alors, ma première question à toi, qui pour ce livre fondamental, parce que visiblement tu avais mis beaucoup de temps à écrire ce livre, parce que c'est un livre vraiment historique, fondamental. Tu découvres cette histoire oligarchique de l'Ukraine depuis au moins 91 et jusqu'à les derniers jours, jusqu'à 2022 au moins. Pourquoi ce sujet qui est d'ailleurs aujourd'hui peut-être pas le sujet numéro un discuté en lien avec l'Ukraine? Pourquoi le choix de ce sujet compliqué, parce qu'il est aussi dans l'ombre, et peut-être pas aussi évident pour le public francophone? Merci Téténa, et puis évidemment bonjour, et merci beaucoup de cette invitation. Alors oui, écoute, euh, en fait, les oligarques, le système oligarchique, c'est évidemment quelque chose avec lequel on vit quand on vit en Ukraine, quand on étudie et analyse l'Ukraine et de manière générale l'environnement post-soviétique, puisque l'oligarchie est intimement liée à la période post-soviétique. Et donc, ça fait effectivement quelques années que cette idée d'écrire ce livre me trottait dans la tête. Mais simplement, je me disais pendant assez longtemps que ça n'intéresserait pas grand monde, puisque finalement, il y avait beaucoup d'autres sujets sur lesquels on pouvait développer notre analyse de l'Ukraine. Mais en 2023-2024, en fait, je me suis dit que c'était vraiment le moment de l'écrire, puisque il y a beaucoup de publications qui sont sorties sur l'Ukraine, évidemment dans le contexte de l'invasion généralisée par la Russie à partir du 24 février 2022, mais beaucoup d'écrits qui portaient sur l'histoire, qui portaient sur la culture, sur la langue, sur les relations entre l'Ukraine et la Russie. Et moi, je me suis dit que c'était vraiment le moment d'expliquer donc l'articulation des liens entre l'oligarchie et les institutions d'État, que donc moi je baptise république oligarchique et que j'analyse comme telle sur une période de 30 ans, parce que eh bien, ce système oligarchique, cette république oligarchique, elle a survécu et elle a prospéré donc à travers les décennies, mais elle est aujourd'hui à un tournant. Elle est aujourd'hui au milieu du gué parce que, à cause de la guerre, eh bien, les oligarques, les groupes oligarchiques ont perdu en importance, ils ont perdu beaucoup d'actifs. Donc évidemment, on pense, pour ne citer que l'empire d'Akhmetov, on se rappelle de Azovstal à Mariupol, on se rappelle évidemment de la coquerie à Avdiivka, maintenant que Avdiivka est tombé. Le deuxième point, c'est que dans le contexte de l'invasion, eh bien, la loi martiale, donc l'état d'urgence a été instauré et cela confère à l'exécutif, donc à Volodymyr Zelensky et à son équipe, des prérogatives qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait auparavant. Et donc évidemment ça rebat les cartes de cette république oligarchique, notamment en ce qui concerne l'utilisation
de ressources oligarchiques dans le domaine politique ou médiatique. Le troisième point, c'est l'intégration européenne. Donc, on sait que l'Ukraine maintenant est officiellement candidate, que les négociations sont en train de s'ouvrir, et à un moment donné, eh bien, cela devrait impliquer des réformes structurelles qui devraient changer les règles de cette république oligarchique. Et évidemment, on attend à un moment donné quand même une réforme structurelle, une réforme fondamentale du système judiciaire, ce qui, peu ou prou, n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et puis le dernier point, qui explique que cette république oligarchique est aujourd'hui à un tournant, eh bien, c'est évidemment la société civile ukrainienne, très dynamique, très structurée, très constructive, et en particulier depuis 2014, donc ça fait déjà 10 ans, et qui, dans le moment historique que traverse l'Ukraine, eh bien, ne va probablement pas accepter que cette république oligarchique et tout ce que ça implique, eh bien, perdure pour les décennies à venir. Oui, tout à fait. Concernant voilà la perception de la corruption et concernant ces dynamiques dont tu parles, tu mentionnes que voilà le classement très connu qui s'appelle Transparency International, tu donnes des chiffres que visiblement l'Ukraine avait fait beaucoup de progrès entre 2014 et 2022. Donc parce que en 2022, Kiev était classé 116e sur un 180 pays, ce qui représente quand même un progrès puisque en 2014 l'Ukraine obtenait 142e place. Donc vraiment très très bas en fait. Mais ce que tu dis pas dans ton livre, parce que c'est sans doute voilà, la rédaction était terminée avant que le nouveau communiqué de presse de Transparency International a été publié pour l'année 2023, c'est-à-dire une année entièrement dans la guerre, c'est deuxième année de guerre, et donc là l'Ukraine visiblement est dans le 104e place. Donc voilà, on approche vraiment si tu veux, cette deuxième partie, cette meilleure partie, si on veut dire, des pays où la corruption est moins présente. Et de toute manière, tu développes beaucoup dans ton livre, notamment dans ce concept imprononçable de déoligarchisation par des bombes. C'est ça que déoligarchisation, c'est un concept qui était lancé après 2014, plutôt vers 2016, n'est-ce pas? Et donc là, qu'est-ce qui arrive à nos oligarques, aux oligarques ukrainiens avec la grande invasion russe? Mais bien sûr, voilà, tout simplement, ils s'appauvrissent parce qu'ils perdent leurs effectifs à l'est et au sud. Et donc voilà, tu as parlé de cette dynamique qui est positive. Mais voilà, une question quand même pour les termes, parce que tu emploies d'une manière très régulière la république oligarchique ou la république des oligarques. C'est un terme fort parce que pour un lecteur non averti qui connaît peut-être peu de choses sur l'Ukraine, il aura l'impression que l'Ukraine c'est un pays vraiment très mafieux et que tout est réglé par les oligarques. Ça diminue en quelque sorte la force et le rôle des citoyens, de la société civile et voilà de tout ce mouvement modernisateur qui est quand même assez présent sur la scène politique dans le pays à partir de 2014 et même si voilà ce moment politique était présent depuis la première révolution ukrainienne de 2004. Ouais, bah ouais, non, tout à fait, en fait. Donc, par république oligarchique, en fait, moi, j'entends donc l'articulation des liens entre les principaux groupes oligarchiques et les institutions d'État. Et en fait, c'est un système qui a été plus ou moins formalisé par le président de la République, Léonid Kouchma, donc qui a été une première fois élu en 1994, réélu en 1998, et donc son mandat, son règne, si on peut dire, a duré jusqu'à la révolution orange de 2004. Et à la fin, pardon, à la fin des années 90, eh bien, Léonid Kouchma a passé un pacte plus ou moins implicite, explicite, avec les principaux groupes oligarchiques pour les attirer dans la vie publique, pour les attirer dans le système institutionnel et pour que leur concurrence, leur compétition ne s'exprime plus dans la rue, comme ça a été le cas dans la première partie des années 1990, avec évidemment des guerres de gangs, avec beaucoup de violence, avec des abus en tout, enfin de tout genre, mais que cette concurrence en fait s'exprime, eh bien, dans le domaine politique, dans le domaine médiatique, évidemment
dans l'attribution et dans la répartition des ressources de l'État, euh, qui, donc, à partir de cette articulation des liens entre les principaux groupes oligarchiques et les institutions d'État, eh bien, c'est fait au niveau des ministères, c'est fait au niveau du Parlement, c'est fait au niveau, évidemment, des tribunaux, et ainsi de suite. Et donc, cette interpénétration des interpénétration en fait entre l'oligarchie et les institutions d'État. Et ça, c'est quelque chose en fait que je voulais à tout prix présenter comme tel et étudier sur la durée, puisque d'une part, ça a contribué à façonner l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, euh, telle qu'on l'étudie depuis déjà de nombreuses années, à travers les élections, à travers les révolutions, à travers les réformes, à travers les contre-réformes, à travers la lutte contre la corruption, à travers les scandales de corruption, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça est aussi à analyser à travers le prisme de la République oligarchique, mais aussi parce que c'est un système qui, en fait, a constitué une exception dans l'espace post-soviétique, de par la taille des principaux groupes oligarchiques, hein, évidemment, l'empire d'Akhmetov est beaucoup plus important que celui de Plahotniuc en Moldavie, ou d'Ivanishvili en Géorgie, mais aussi de par la durée la durée de vie de cette république oligarchique. Et ça, bon, j'imagine que c'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais la manière dont l'oligarchie ukrainienne est restée euh, diverse, compétitive, concurrentielle, est extrêmement dynamique sur la durée, donc à travers les décennies, eh bien, ça a vraiment marqué une différence par rapport à la Russie, évidemment, à la Biélorussie, au Kazakhstan ou encore à d'autres républiques post-soviétiques. Et donc voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais étudier. Et puis dernier point, évidemment, et ça va en partie répondre à ta question, c'est que cette république oligarchique, elle est extrêmement importante pour comprendre l'Ukraine. Donc évidemment, moi j'essaye de pas apporter de jugement de valeur dans le livre, comme ce que j'ai fait dans mon travail de journaliste ces dernières années. Mais donc voilà, d'apprécier vraiment le phénomène tel qu'il est, sans vraiment dire qu'il est négatif ou positif. Mais ce qu'on entend évidemment par oligarchie, euh, c'est corruption, comme tu l'as déjà mentionné, c'est népotisme, c'est économie de monopole, ça veut dire qui décourage l'innovation technologique, qui décourage la modernisation des structures de production et ainsi de suite. Mais dans le contexte ukrainien, cette république oligarchique a aussi voulu dire concurrence, a aussi voulu dire pluralité. Et donc, dans le domaine politique, dans le domaine médiatique, pour ne citer que ça, eh bien, on a vu que les différents oligarques, eh bien, ils se sont menés une lutte assez féroce et assez vivace pendant toutes ces années. Et eh bien, ça a entretenu une culture de débat, ça a entretenu une alternance politique et ça a empêché l'émergence d'une verticale du pouvoir, donc encore une fois, tel qu'on a pu le voir dans d'autres pays. Donc voilà, la République oligarchique, je l'analyse pas comme un fléau, mais comme un des éléments constitutifs de l'Ukraine indépendante, et qui a voilà, contribué à façonner l'Ukraine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis sur la société civile, je pense on y reviendra plus tard, mais dans le livre, justement, je mets en perspective la réémergence d'une classe moyenne à partir du début des années 2000, donc qui a été complètement broyée hein, par le choc de la dissolution de l'URSS, tout ce qui est classe moyenne, intelligentsia, et ainsi de suite, c'était des concepts qui n'existaient pas dans les années 1990 ou presque pas. Mais à partir du début des années 2000, on voit en fait donc la réémergence d'une classe moyenne qui ensuite se structure en société civile et qui, à travers la révolution de 2004, les élections, la révolution de 2014 principalement, eh bien, se structure, s'organise et reste vraiment déterminée dans le sens de réformes structurelles. Et ça, c'est quelque chose qui, donc peu ou prou, eh bien, euh, s'inscrit justement dans un espèce de rapport de force avec cette république oligarchique.
Oui, tout à fait. Donc, tu parles beaucoup dans ce chapitre intitulé L'exception ukrainienne, voilà, les différences qu'on peut voir entre l'Ukraine et d'autres pays voisins, et notamment avec la Russie. Donc, la Russie, l'oligarchie décapitée, donc cette verticale dont tu parles. Et donc, c'est vrai que pendant des décennies, cette structure oligarchique avait quand même entretenu une certaine pluralité, même rien qu'au niveau de médias. Toi, comme journaliste, tu le sais très bien, parce que voilà, l'appartenance de grands médias à des propriétaires différents faisait voilà de cet espace de débat possible et ben, cette résistance aussi à la monopolisation du pouvoir, ce qui est un côté, si on peut dire entre guillemets, positif quand même, de voilà de fait que ça soit un système oligarchique malgré tout. Je fais attention à cet épisode qui est souvent oublié aujourd'hui parce que c'est un épisode qui date déjà parce que on parle, on est dans l'année 2004, l'année où en fait le président était encore l'année de Kuchma et donc de son rapport avec Vladimir Poutine qui était déjà d'ailleurs un président de la Russie. Et donc cette phrase qui lance à Vladimir Poutine, parce que Poutine lui demande que Kuchma écrase en fait Maïdan, la révolution orange, et que Kuchma refuse tout un emploi de force et lance cette phrase que l'Ukraine est différente désormais. Donc c'est-à-dire que voilà, donc c'est peut-être est-ce que voilà c'est un moment de non-retour en quelque sorte dans ce rapport qui était aussi difficile, n'est-ce pas, entre cette république oligarchique telle que tu l'as décrit et la société civile, parce que Maïdan, Révolution orange, n'était pas organisée par des oligarques, mais elle était quand même organisée par les citoyens qui, bien sûr, qui soutenaient le candidat qui est devenu président après, Viktor Yushchenko. Oui, ça fait partie des moments clivants, justement, des moments qui marquent une véritable différence entre l'Ukraine et la Russie. Sachant que là, donc, ce moment s'inscrit dans, dans l'affirmation de deux trajectoires vraiment différentes entre l'Ukraine et la Russie, où en fait Vladimir Poutine, donc il arrive entre 1999 et 2000, et dès 2001-2003, il met au pas l'oligarchie russe. Évidemment, on se rappelle de Yukos, évidemment, on se rappelle de l'exil de Berezovsky et donc du sort de toutes les grandes fortunes russes. Et à partir en fait de 2003, donc évidemment de Yukos, eh bien, les oligarques russes ne sont plus que des personnes riches, mais ils ont complètement perdu la moindre autonomie politique par rapport au Kremlin. Et donc, à partir de 2003, on considère que les oligarques russes, en fait, ils ne sont oligarques que de nom, et ils ne sont plus que des porte-monnaies, voire des porte-flingues du Kremlin. Et en fait, Vladimir Poutine s'attendait visiblement, et Léonid Kouchma peut-être avec lui, s'attendait visiblement à ce que l'Ukraine suive plus ou moins la même trajectoire. Et c'était plus ou moins, comment dire, ce qu'on lit dans la manière dont Viktor Yanukovych a été imposé comme le candidat à l'élection présidentielle de 2004, dans la manière dont les élections ont été truquées donc à la fin de 2004 et ainsi de suite et ainsi de suite. Et voilà, Vladimir Poutine, qui avait apporté son soutien à Viktor Yanukovych, eh bien, il semble que il s'attendait tout simplement à ce que l'Ukraine suive une trajectoire russe, et donc à un moment donné, envoie la police contre les manifestants et, et fasse un peu le ménage, et donc restaure une verticale du pouvoir telle qu'elle était en train d'être consolidée en Russie. Léonid Kouchma, donc il a eu plusieurs moments, hein. Il a eu plusieurs facettes dans ses deux mandats, évidemment. Mais voilà, il a eu l'intelligence de comprendre que, eh bien, son pays était déjà différent, que l'Ukraine avait déjà choisi une trajectoire relativement différente de la Russie. Et cela passe aussi par, évidemment, le rôle des principaux groupes oligarchiques qui était déjà très puissant en Ukraine. Et donc évidemment, comme tu dis, hein, les révolutions sont d'abord et avant tout le fait du peuple, c'est d'abord et avant tout un acte populaire, mais ça n'empêche que dans la grande diversité des acteurs qui
influent d'une manière ou d'une autre sur les phénomènes révolutionnaires et ensuite aussi sur les processus électoraux, eh bien les oligarques ont aussi joué un rôle. Et ce rôle a été quelque chose dont Léonid Kouchma a dû que Léonid Kouchma a dû prendre en compte et qui ensuite, eh bien, évidemment, s'est installé dans le temps. C'est aussi très très intéressant de noter que la révolution de 2004, qui déjà brandissait des slogans anti-oligarchiques, des slogans de dé-oligarchisation, hein, ça date pas que de 2014, mais ça date déjà de 2004, eh bien, cette révolution ensuite a donné naissance, a donné lieu à une espèce d'âge d'or de la République oligarchique, puisque toute la période entre 2005 et 2010, ça a été une période d'affrontement et de concurrence effrénée entre différents groupes oligarchiques. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on analysait à travers le prisme de la rivalité entre Viktor Yushchenko, le président, et Yulia Tymoshenko, la première ministre et chef de l'opposition. Mais, euh, mais voilà, derrière, il y avait beaucoup d'affrontements oligarchiques. Vraiment quelque chose de très intéressant et encore une fois de structurant pour cette Ukraine qui venait tout juste de retrouver son indépendance et qui tentait peu ou prou eh bien, de se projeter dans la modernité, de se projeter dans la globalisation, dans la mondialisation et de se projeter et de se lancer sur un vecteur pro-européen. Puis tu écris dans un des chapitres de ton livre, voilà, quelques phrases qui me paraissent d'une justesse incroyable. Donc là, je vais citer et je vais te faire réagir. Et tu écris, dès le milieu des années 2000, une plaisanterie populaire dans l'espace post-soviétique met en scène deux oligarques que l'on tente de soudoyer. Le Russe prend l'argent et fait ce qu'on lui attend de lui. L'Ukrainien empoche la somme et en dispose à sa guise. Donc voilà, cette anecdote, voilà, voilà, cette blague, elle démontre bien la différence de voilà l'importance des oligarques dans le paysage politique, économique ukrainien par rapport voilà, à cette verticale-là. D'ailleurs, voilà, t'as mentionné Kuchma et nous avons bien vu en fait l'exemple dans l'histoire ukrainienne d'un oligarque qui avait essayé de monopoliser l'espace public. Et il s'agit bien de Viktor Yanukovych, le président de l'Ukraine, jusqu'à en fait la Maïdan de 2013-2014, voilà, qui a fait tout le possible pour justement décapiter les autres. Et nous avons bien vu que voilà, ça marche pas dans le contexte ukrainien, puisque finalement, donc c'est aussi président et oligarque qui avait osé employer de la force contre la protestation citoyenne, contre la rue. Et donc voilà, c'est une histoire où il n'y a pas de happy end pour lui, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, ça n'a pas marché, ça c'est sûr. Viktor Yanukovych, lui, c'était un petit oligarque qui était évidemment sous la coupe, sous la protection d'un gros oligarque, du plus gros oligarque d'Ukraine, Rinat Akhmetov, qui contrôlait évidemment le clan du Donbass et qui, de par son assise industrielle, de par son assise minière, eh bien, s'était hissé au rang de l'homme le plus riche d'Ukraine au début des années 2000 et qui n'en est jamais descendu. Viktor Yanukovych, une fois arrivé à la présidence, donc 2010, après les élections législatives de 2012, eh bien, Viktor Yanukovych visiblement tente de mettre en place en fait une espèce de verticale du pouvoir autour d'un cercle resserré qu'on appelle la famille, c'est-à-dire simia. C'est évidemment un terme qui a une connotation mafieuse, mais il est tout à fait approprié. Il a été utilisé donc dès 2011-2012 par des journalistes d'investigation ukrainiens. Euh, et Viktor Yanukovych, donc, en fait, tente de devenir un oligarque de plein droit, mais en plus de ça, de devenir le premier des oligarques. Et simplement, avec Viktor Yanukovych, ça ne marche pas, parce que, bon, il a voilà, certains traits de caractère personnel qui font que, de toutes les manières, il n'a pas forcément l'intelligence ou il n'a pas forcément le charisme pour imposer son propre ordre oligarchique, mais aussi parce qu'il n'a pas l'assise. En fait, son cercle resserré, la simia,
on considère que c'est entre 10 et 15 personnes qui contrôlent différents secteurs de l'économie, mais qui n'ont pas forcément l'assise industrielle ou en tout cas l'assise économique pour véritablement imposer des monopoles euh, qui, euh, qui régiraient en fait la vie économique en Ukraine. Donc, en fait, ce que ça fait entre 2012 et 2013, donc début de 2014, c'est que ça se transforme en un groupe kleptocratique qui volent vraiment tout ce qu'ils peuvent voler, qui comment dire, qui s'arrogent d'énormes ressources de l'État et évidemment qui empiètent sur les monopoles et sur les prérogatives d'autres groupes oligarchiques. Et donc en fait, d'une part, ce que ça fait, c'est que ça construit pas véritablement un empire, c'est principalement un groupe de voleurs qui est à la tête de l'État. Il y a pas vraiment d'autres mots. Mais d'autre part, eh bien, cela suscite, ça irrite, ça suscite la colère et la frustration des principaux groupes oligarchiques. Et ça, c'est quelque chose que Viktor Yanukovych va payer entre donc fin 2013 et 2014. Donc, évidemment, dans tout ça, en parallèle de tout ça, il faut voir le rôle de la population, le rôle de la société civile qui dénonce l'autoritarisme, qui dénonce la brutalité, qui dénonce la corruption généralisée du clan Yanukovych. Et c'est effectivement ça qui va déboucher sur la révolution, donc à partir de novembre, mais qui évidemment va mener la révolution jusqu'à son dénouement. C'est d'abord et avant tout la mobilisation populaire. Mais là-dessus, le rôle des oligarques est évidemment très important dans le positionnement des groupes parlementaires, mais aussi dans le positionnement des médias. La couverture de Maïdan, donc novembre 2013, février 2014, par les médias qui relèvent des principaux groupes oligarchiques, est aussi évidemment très très importante pour comprendre le positionnement des oligarques vis-à-vis de Viktor Yanukovych et pour comprendre que, en gros, entre janvier et février 2014, tout le monde l'a lâché. Donc il n'a absolument plus aucun soutien. Et quand il part à la fin donc de février 2014, il n'y a absolument plus personne pour le regretter. Donc voilà, ça fait aussi partie des moments de cette république oligarchique qui sont particulièrement intéressants. Ensuite, Tetiana, je pense qu'il faut quand même être prudent. Ce n'est pas parce que ces 3 dernières décennies il n'y a pas eu l'affirmation d'une verticale du pouvoir et la monopolisation des actifs économiques par un seul groupe oligarchique en Ukraine que ça ne peut pas être le cas dans le futur. Et ça fait partie donc des scénarios que j'explore à la fin du livre, la possibilité, eh bien, justement, de la fin de cette république oligarchique et comment dire, la tentation d'une dérive autoritaire, donc dans le qui cadre n'est pas à évidemment de exclure. l'invasion et dans le cadre de la loi martiale. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, nous allons y revenir sur tes derniers chapitres, mais avant cela, donc voilà, donc deux situations miroirs. Donc Kouchma face à Poutine. D'ailleurs, voilà, tu expliques comment Poutine était présent dans cette chaîne 1+1, n'est-ce pas? Donc c'était une espèce de pont, n'est-ce pas, pont télévisé, c'est comme ça que ça s'appelait, à la fin de la Révolution orange et qui voilà qui était vraiment très présent, qui donnait des conseils, des ordres presque, n'est-ce pas, à Kouchma d'employer la force. Et donc, c'est voilà cette demande qui était déclinée. Donc, la situation miroir avec Yanukovych, qui, là, tu ne le décris pas comme ça explicitement, mais on comprend qu'il y avait une pression aussi de la part du côté russe, en fait, vers le début de 2014 pour employer la force, pour écraser dans ce que Yanukovych avait essayé de faire, n'est-ce pas? Donc, dans ces jours, 3 jours très sanglant de la Révolution, c'est-à-dire le 18, le 19 et le 20 février 2014. Et donc voilà, donc ça se solde par un échec en quelque sorte. Et donc la période très intéressante qui suit, la période de Petro Poroshenko, président élu en mai 2014, lui aussi oligarque dans le passé, et après aussi plutôt un petit par rapport à ces oligarques que tu décris des années 90. Poroshenko qui vient dans Sopi,
qui est en train de se moderniser avec plusieurs promesses, avec des promesses de réforme tout azimut, avec des oligarchisations, voilà, avec des justices, voilà, tout cela. Mais en fait, voilà, dans la deuxième partie de son quinquennat, comme on le sait très bien, il y a encore des affaires des corruptions qui réapparaissent et donc qui lui coûtent en fait ses chances de gagner la deuxième élection présidentielle en 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces années décisives de l'histoire moderne de l'Ukraine 2014-2019 sous la présidence de Poroshenko? C'est aussi le moment, n'est-ce pas, de la première agression russe explicite, annexion de la Crimée, les combats à Donbass. C'est aussi le temps où les oligarques ont joué un certain rôle, notamment tu décris beaucoup sur la Kolomoïski, la ville de Dnipro, intimement appelée encore Dnipropetrovsk, qui était une espèce de cœur capital, on peut dire, de cette résistance contre l'invasion. Ouais, mais bon, là, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et donc, juste, voilà, juste pour dire, ce que Kolomoïski fait à Dnipro, ça s'inscrit aussi en miroir de ce que Akhmetov fait à Donetsk. Enfin, ce sont des phénomènes qui sont très, très intéressants d'implication directe des oligarques dans donc les premières étapes de la guerre russe. Ce sont évidemment des phénomènes que l'on observe, mais ce sont des phénomènes dont on ne connaît pas tous les détails. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui est appelé, enfin, un objet d'étude qui est appelé à évoluer dans le temps, ou en tout cas on espère qu'à un moment donné on aura un peu plus de réponses. Donc ce que moi enfin, ce sur quoi j'aimerais bien insister maintenant, en fait, c'est euh, le, le moment historique absolument inédit qui se joue en Ukraine, donc à partir de 2014, et qui dure jusqu'à aujourd'hui, même malgré l'invasion généralisée. On est dans une période de transformation, on est dans une période de transformation structurelle qui, de par, encore une fois, sa portée, mais aussi de par sa durée, eh bien, est assez inédite. C'est-à-dire qu'à partir de 2014, en fait, se met en place donc ce que moi j'appelle une espèce de triangulation entre l'État, qui là pour le coup prend une posture véritablement réformatrice, les partenaires occidentaux, donc les partenaires internationaux, mais donc principalement occidentaux évidemment, et la société civile qui, au contraire de 2004, eh bien, ne rentre pas chez elle à la fin de la Révolution, mais reste mobilisée et reste extrêmement structurée en faveur des réformes structurelles. Et donc, ce qu'on voit en fait à partir de 2014, c'est la mise en place de toute une série de changements, de réformes, de dérégulation, de changements de normes et ainsi de suite et ainsi de suite, qui contribuent, eh bien, d'une part, à réduire les niches de corruption. Donc évidemment, on pense à la réforme des marchés publics, on pense comment dire, on pense à l'obligation de déclarer ses patrimoines et de publier les déclarations de patrimoine en ligne. Il y a évidemment des efforts de modernisation de l'économie et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, si on regarde donc sur les 10 dernières années, eh bien, ce phénomène dure. Moi, je le décris selon la formule deux pas en avant, un pas en arrière. C'est-à-dire que on voit qu'il y a une tendance, on voit que il y a effectivement beaucoup de progrès qui a été fait ces 10 dernières années, mais ça se fait, eh bien, au fur et à mesure donc de réformes et de contre-réformes. Il y a plein de scandales, il y a plein de controverses, il y a plein de débats et ainsi de suite. C'est finalement quelque chose qui est très ukrainien, ou en tout cas, c'est la manière dont on connaît l'Ukraine indépendante, cette culture de controverse et cette culture de débat, et cette atmosphère un peu joyeuse et parfois un peu chaotique à laquelle l'Ukraine indépendante nous a habitués. Mais dans tout ça, eh bien voilà, il y a un mouvement. Il y a un mouvement vers la transformation, il y a un mouvement vers la modernisation, et donc évidemment vers l'européanisation. Mais l'européanisation, l'Europe n'est pas une fin en soi, mais c'est d'abord et avant tout un vecteur de transformation. Et ça, on voit que c'est très très fort dans l'Ukraine des 10 dernières années.
Oui, et donc cette histoire est aussi ponctuée par des nouvelles élections présidentielles, parce qu'on se souvient très bien qu'au moment où Volodymyr Zelensky, actuel président de l'Ukraine, est élu en 2019, on se rappelle très bien que un des points principaux de son programme électoral était la lutte contre la corruption et Poroshenko, et donc toutes les réformes qui ont été faites dans la période de 2014-2019 étaient présentées comme pas suffisamment efficaces, et donc c'est avec ce dégagisme, c'est le terme que tu emploies dans ton livre, à l'ukrainienne, qu'on programme en fait, que vient Volodymyr Zelensky, même si on sait très bien que, en tout cas au départ, il y a cette figure de Kolomoïski, Igor Kolomoïski, une fois de plus, qui est un peu dans l'ombre, mais on sait très bien que Volodymyr Zelensky bénéficiait de ce soutien presque absolu en fait de cet oligarque de Dnipro. Et donc voilà, tu divises voilà le quinquennat de Zelensky en deux parties, parce que tu parles de cette première période, bien sûr, avant la grande invasion russe de février 2022, et cette deuxième partie, parce on est évidemment dans l'autre monde après, donc toute la société, donc l'économie, tout est perturbé, et bien sûr aussi les oligarques, pourquoi pas. Et donc tu parles beaucoup de cette volonté populaire, et je dirais même populiste en quelque sorte, de Zelensky, de balayer tout le monde dans un moment comme ça, très voilà, tous les bandits dehors, voilà, avec ce slogan, tous les bandits, bon, les bandits sortent de cette pièce, voilà. Donc c'est voilà, quelle étape ça marque selon toi dans l'histoire moderne de l'Ukraine? Alors, d'abord, les critiques de Zelensky à l'encontre de Poroshenko et à l'encontre de l'inefficacité de certaines réformes, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut voilà, remettre dans le contexte de la République oligarchique. Et je veux juste dire un mot là-dessus parce que donc malgré cette tendance vers la transformation et malgré la tendance vers euh, les réformes structurelles qu'il y a eu entre 2014 et 2019, les règles de la République oligarchique n'ont pas changé. Et ça s'inscrit donc dans ce rapport de force entre la société civile et entre le mouvement réformateur et la persistance de cette république oligarchique que j'ai déjà évoqué. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? Bon, d'une part, parce que malgré toutes les réformes structurelles, il n'y a pas eu de réforme de la justice, et ça c'est vraiment la mère de toutes les réformes pour changer, donc pour conforter l'état de droit et pour changer les règles du jeu. Mais c'est aussi tout simplement parce que Petro Poroshenko est un oligarque de plein droit. Il l'était avant d'être élu et d'une certaine manière, il continue à l'être encore aujourd'hui. Et donc, en 2014-2015, bon, en plus de ça, il y avait cette compétition avec Arseniy Yatsenyuk et avec le groupe plus ou moins lié à Igor Kolomoïski qui était derrière. En 2014-2015, en fait, il y a eu donc de toute manière ce grand moment réformateur et ce grand moment où Petro Poroshenko, voilà, se présentait comme, donc moi je l'appelle le réformateur en chocolat, tiré évidemment de son expérience avec Rochen, où il était le roi du chocolat. Mais ensuite, à partir du moment où il a résolu ce conflit oligarchique, donc avec Arseniy Yatsenyuk et avec Igor Kolomoïski, la nationalisation de Privatbank et ainsi de suite, eh bien, il s'est juste imposé comme le manager, comme le gérant de cette république oligarchique, à être le premier des oligarques au sommet et à distribuer, à allouer les ressources de l'État en fonction euh, comment dire, d'alliances qu'il pouvait avoir avec différents groupes et ainsi de suite, ou en fonction de connivences qu'il pouvait avoir avec d'autres groupes. On se rappelle évidemment de plusieurs scandales qui impliquaient les proches de Petro Poroshenko. Donc, quand Volodymyr Zelensky est arrivé sur la scène politique, eh bien, il avait un espèce de boulevard, puisque les critiques étaient faciles, que ce soit à l'encontre de Petro Poroshenko ou encore Yulia Tymoshenko, qui était aussi donc la numéro 3 ou 4 de la campagne présidentielle. Et ça, c'est quelque chose en fait que Volodymyr Zelensky avait vraiment, dans toute son absence de promesses, il avait néanmoins euh, garanti qu'il mettrait à bas la république oligarchique et qu'il mettrait à bas justement ce système qui avait perduré et prospéré pendant plusieurs décennies. Ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas été fait. En tout cas, dans la première partie de son mandat, ça n'a pas été aussi facile et aussi évident que ça l'était. Et donc, moi, dans le livre, j'appelle la première partie du mandat de Volodymyr Zelensky
Zelensky l'ingénue, parce que finalement il était arrivé avec une certaine naïveté, avec un certain amateurisme dans la scène politique, et la première partie de son mandat a été complètement phagocytée par la compétition entre différents groupes oligarchiques et entre différents groupes d'intérêts. Et toute l'action publique sur 2019, 2020 et le début de 2021 a été complètement paralysée par cela. Évidemment aussi c'était dans le contexte de la pandémie, donc ça n'a pas aidé, euh, et ainsi de suite. Mais voilà, on arrive en fait, donc évidemment, à l'invasion généralisée russe du 24 février 2022, avec eh bien ce constat que la République oligarchique se portait très très bien, malgré toutes les actions qui avaient été entreprises auparavant, et malgré évidemment eh bien, les promesses des uns et des autres, et en dernier lieu de Volodymyr Zelensky. Alors il y avait un mouvement donc de déoligarchisation. Volodymyr Zelensky avait fait passer une loi dite de déoligarchisation et ainsi de suite. Mais cette loi et les différentes sanctions qui avaient été prises, eh bien, étaient très critiquées pour avoir un impact ciblé et personnalisé et non pas systémique. Et puis évidemment, et je reviens toujours là-dessus, pas de réforme de la justice, ça veut dire que les règles fondamentales de la République oligarchique, eh bien, n'avaient pas changé. Et donc évidemment, maintenant, on est dans un monde différent, mais on se pose toujours les mêmes questions finalement qu'on se posait le 23 février 2022, juste avant l'invasion. Oui, tout à fait. Les mêmes questions, sauf que comme tu écris toi-même dans ton livre, les oligarques, bien évidemment, d'ailleurs les oligarques que Volodymyr Zelensky avait réunis, et tu décris cette réunion de 23 février 2024, c'est-à-dire juste la veille de l'invasion, qu'est-ce qu'on fait, etc., parce que c'était important, mais les oligarques se sont appauvris. Ils te donnent des chiffres. Tu cites Forbes de 2022, voilà, que aujourd'hui, en 2022, 13 personnes les plus riches en Ukraine, voilà, accumulées, je cite au chiffre, 15 milliards de dollars contre 32 milliards en 2021. C'est-à-dire, grosso modo, on peut dire que voilà, les avoirs des oligarques en Ukraine ont diminué de 2 fois. C'est arithmétique, c'est mathématique. Voilà, avant, si on compare avant et après l'invasion. Et donc, bien sûr, Rinat Akhmetov, c'est l'oligarque numéro un. Plusieurs infortunes sont déjà arrivées dans le passé, n'est-ce pas, au moment où sa région de Donetsk il y avait déjà des combats, etc. Mais là, c'était encore plus grave parce qu'avec Mariupol, avec Azovstal, avec d'autres avoirs, donc bien sûr que là, ils perdent un effectif, et ça veut dire et aussi ils perdent en influence en quelque sorte aujourd'hui. Et donc voilà, il y a cet effort de guerre qui mobilise, voilà, qui mobilise tout le monde. Tu décris le sort de quelques oligarques, c'est ce bataillon Monaco, c'est ça? Bataillon Monaco, ce sont des gens, des oligarques qui ont parti à l'étranger, qui juste cette vie de luxe quelque part sur la côte d'Azur avec leurs villas, leurs bateaux, etc. Mais il est très clair que le retour sera très difficile, voire impossible pour eux, parce que là, la guerre, c'est une espèce de purgatoire, en fait, que le pays est en train de traverser. Et donc, visiblement, ils sont affaiblis par des causes naturelles, c'est ça que tu appelles la déoligarchisation par des bombes, voilà, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Alors, Rinat Akhmetov, c'est un cas aussi très très intéressant parce que, enfin, c'est vraiment un cas d'école, c'est fascinant à observer parce que donc il s'est hissé au rang du premier des oligarques ou d'homme le plus riche d'Ukraine, donc en gros au début des années 2000, il n'en est jamais descendu. Il a réussi à diversifier ses actifs et diversifier en fait les sources de sa fortune de telle manière que et bien que ce soit en 2014, quand il commence à perdre le Donbass, en 2017 quand il le perd effectivement, et évidemment maintenant en 2022, 2022-2023 quand il perd énormément d'actifs industriels, eh bien il reste quand même l'homme le plus riche du pays et il reste en mesure d'exercer une influence systémique sur l'économie du pays. Et donc évidemment à travers notamment son quasi-monopole sur le système énergétique, qui est mis à mal, mais il réussit quand même à conserver une influence. En fait, pourquoi est-ce que je parle de ce cas-là, si tu veux? C'est parce que
Aujourd'hui, on voit que, évidemment, la situation, le contexte a changé. On voit que pour le bataillon Monaco, le retour sera très très difficile, voire impossible. Mais le cas de Rinat Akhmetov nous indique que les règles de la République oligarchique n'ont pas encore fondamentalement changé. Et donc, bon, je reviens toujours à cette absence de réforme de la justice. On va voir si jamais ça se fait dans le cadre des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Mais ce que j'explore en fait à la fin du livre, ce sont plusieurs scénarios euh, pour justement pour essayer pour tenter de comprendre ce que cette république oligarchique pourrait donner. Puisque maintenant on est dans une situation donc, comme j'ai mentionné au tout début, hein, où les oligarques ont perdu beaucoup de plumes, où Zelensky et son équipe, et donc évidemment Andriy Yermak, le chef de son cabinet, qui lui est aussi une personnalité qu'il faut vraiment regarder dans la continuité de cette république oligarchique, évidemment la société civile, évidemment l'intégration européenne, mais fondamentalement, les principales fortunes du pays se portent relativement bien. On a évidemment Igor Kolomoïski qui est en prison, mais on ne sait pas s'il va y rester, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et Viktor Pinchuk se porte très bien, et Rinat Akhmetov se porte très bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, parmi les scénarios que j'explore à la fin du livre, il y a le status quo. C'est-à-dire une continuité de cette république oligarchique. Il y a aussi le remplacement, parce que eh bien, ces oligarques qui sont nés dans les années 1950-1960, et donc ils sont confrontés à leur propre mortalité, à leur propre vieillesse, et donc à un moment donné, ils pourraient tout simplement être remplacés par des groupes oligarchiques plus jeune, plus dynamique, plus avec un futur brillant, et puis aussi dans d'autres secteurs d'activité, donc pas forcément dans l'industrie et la métallurgie, mais peut-être dans l'agriculture, dans les nouvelles technologies, dans l'industrie de services. Mais ces groupes oligarchiques obéiraient aux mêmes règles que leurs prédécesseurs. Il y a aussi le scénario donc que j'ai déjà mentionné d'une dérive autoritaire du pouvoir, puisque maintenant, évidemment, eh bien, Volodymyr Zelensky et donc encore une fois Andriy Yermak, ils bénéficient de prérogatives dont leurs prédécesseurs n'auraient même pas osé rêver. C'est un des scénarios. Je ne dis absolument pas que c'est quelque chose qui est en train de se passer. Ça, c'est vraiment une hypothèse que j'explore sur le futur. Parmi les autres scénarios, évidemment, eh bien, il y a euh, celui de la révolte populaire, donc de cette population, et notamment évidemment des dizaines de milliers de vétérans qui se lèvent contre la République oligarchique, qui se lèvent contre les grandes fortunes et qui décident que, eh bien, on va résoudre cette question d'une manière ou d'une autre et potentiellement par la violence. Il y a aussi évidemment le scénario comment dire, d'un éloignement d'un éloignement de l'Ukraine, de ce vecteur pro-européen de transformation. Et ça a trait non pas à l'Ukraine, mais principalement à l'Union européenne, qui n'est pas aussi forte, qui n'est pas aussi puissante et pas aussi cohérente qu'elle a pu l'être dans le cas de la transformation des États baltes ou de la Pologne dans les années 90. Donc peut-être qu'à un moment donné, l'Ukraine eh bien, se choisira un autre modèle de transformation, peut-être à la chinoise, à la turque, ou encore autre chose. Et puis, il y a aussi eh bien, ce scénario de la continuité de la transformation, c'est-à-dire deux pas en avant, un pas en arrière, qui quand même est une formule qui colle vraiment très bien à l'Ukraine, et donc il n'y a pas forcément de raison que eh bien, l'Ukraine change de rythme dans les années qui viennent. Oui, c'est un scénario aussi sans doute le plus réaliste, dans le sens que dans le passé, nous avons vu plusieurs fois que c'est justement ce très long chemin d'évolution que l'Ukraine préfère, donc avec toujours deux pas en avant et un en arrière, ou à l'inverse, soit un pas en avant, deux en arrière. Mais de toute manière, c'est plutôt l'évolution qu'on est en train d'observer durant ces 30 dernières années. Merci beaucoup, Sébastien, pour ton analyse, pour ce livre qui, je rappelle à nos auditeurs, est paru en février 2024 aux éditions Talendier, un livre fondamental de l'histoire de l'oligarchie en Ukraine, un livre
sans précédent, puisque personne n'a jamais traité ce phénomène oligarchique avec autant d'attention et de patience aussi. Donc, merci beaucoup pour ce livre et pour notre entretien. Merci Tétana. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Sébastien Gobert, journaliste, auteur de 4 livres sur l'Ukraine, dont son dernier ouvrage, L'Ukraine, la République et les oligarques. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.